Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, un petit sujet relax comme ça parce que, bon, bien entendu, on a entendu déjà la saison 2026 n'est même pas encore lancée, qu'il commence à y avoir déjà des controverses ou des plaintes. Ferrari s'est plaint que possiblement les écuries Mercedes et Red Bull auraient trouvé un moyen de rendre le système de moteur hybride plus puissant. Donc, on utilise une zone grise. Donc, ils sont pleins. Ça semblerait que leur moteur soit puisse aller chercher plus de puissance et ils pourraient gagner là, quelques dixièmes de seconde au tour. Ce qui n'est pas rien quand même. Ça m'a fait réfléchir sur les principaux artisans de ces chefs-d'œuvre qu'on voit à chaque Grand Prix, qui sont les ingénieurs, qui eux vont tout simplement faire en sorte de maximiser, si vous voulez, toutes les composantes de la voiture. Puis ils vont utiliser les zones grises qu'il y a dans le règlement aussi. Et s'il n'y a pas de règlement, ben ils vont y aller à fond. Et puis, en fait, le resserrement de la réglementation de la FIA en Formule 1 est beaucoup, je dirais majoritairement dû aux ingénieurs. Parce que c'est des ingénieurs qui vont toujours un peu plus loin dans leur réflexion, dans leur recherche. Et ça amène, bon, ben, si on n'aura plus le droit, si on n'aura plus le droit. Donc, ça amène un resserrement des règles de la FIA. Puis on va le voir probablement cet hiver aussi avec les nouveautés. Et peut-être tout au long de la saison 2026, avec toutes les nouveautés qu'il y a au niveau technique et technologique. On pourrait voir aussi la FIA avoir son mot à dire là-dessus. Quoi qu'il en soit, ben c'est pas d'hier là, que les ingénieurs travaillent, ont des idées un peu folles parfois en Formule 1 pour améliorer la voiture. Et avant, ben c'est sûr qu'à l'époque, il y a plusieurs années, en 70 par exemple, 60-70, ben les ingénieurs avaient plus de latitude parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de règles qui régissaient les voitures. Et il y en a qui en ont profité. Donc, ça m'a amené à réfléchir à cette capsule, puis à vous présenter. J'ai intitulé ça les pires idées ou les pires innovations en Formule 1. Pas nécessairement les pires, mais les plus bizarres. Puis j'en ai recueilli quelques-unes. Il y en a peut-être plus, là. Il y en a sûrement plus que ça. Mais j'en ai retenu quelques-unes là, pour vous montrer à quel point ça a évolué, la Formule 1. Et qu'au début, les ingénieurs avaient beaucoup de latitude pour développer leur voiture. Alors, on va commencer premièrement par celle, probablement une voiture que vous avez déjà vue peut-être dans certains reportages, la Tyrrell Pick 34, donc la Formule 1 à 6 roues, qui a été conçue par l'écurie britannique Tyrrell durant le championnat du monde 76 et 77. Donc, elle l'a roulé. Donc, d'ailleurs, c'est la seule F1 à 6 roues ayant couru, seule F1 à 6 roues ayant participé au championnat du monde de Formule 1. Donc, de 76 à 77. Même si d'autres écuries ont fait rouler certains prototypes qui ressemblaient en essai privé, la B34 était la seule. Les débuts de cette voiture-là ont été difficiles. Toutefois, son heure de gloire est arrivé au Grand Prix de Suède en 76, lorsque les pilotes Jody Scheckter et Patrick Depailler ont réalisé la pole et un doublé durant le Grand Prix. Donc, par la suite, le projet sera abandonné pour des raisons clairement financières, mais surtout aussi pour le fait que on n'arrivait pas à développer les pneus
les petits pneus à l'avant. Donc le projet a été abandonné à ce moment-là. Quelques années plus tard, il est arrivé la Williams à 6 roues. Williams aussi, sont arrivés avec la 6 roues. Sauf que la Tyrrell avait 2 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière, 4 roues à l'avant. La Williams, c'était une 4x4, donc 4 roues motrices, donc 4 roues à l'arrière, 2 roues à l'avant. Double train arrière, la Williams FW08B. Qui faut conçu pour réduire la traînée générée par les gros pneus arrière en les remplaçant par 4 petits pneus de plus petite taille. Williams, voilà là un moyen pour contrebalancer la puissance supérieure des moteurs turbocompressés de certains concurrents. La FIA, à la suite de l'aventure de Tyrrell, avait tout simplement émis un règlement qui désormais obligeait les monoplaces à n'avoir que 4 roues. Donc, ce qui fait que le moteur ou le projet de Williams a été abandonné avant même de pouvoir courir en Grand Prix. Une autre que vous avez peut-être entendu parler ou peut-être vu, c'est en 1978 l'arrivée de la Brabham BT46B. Qui est la variante de l'autre voiture avant, qui est la BT46A, qui est une voiture somme toute assez normale, sauf que il y avait le moteur Alfa Romeo, qui est un moteur à plat. Et c'est un moteur qui générait beaucoup de chaleur, donc on avait mis dans la BT45 et la BT46A, on avait mis les radiateurs qu'on appelait des condensateurs thermiques, qu'on avait mis sur l'aileron avant de la voiture. Assez bizarre, merci. Ça n'avait pas fait tellement... ça n'a pas été un grand succès. Et par la suite, on est arrivé avec la BT46B, qui est la variante de cette voiture-là, et qui est également connue pour sous le nom de la fan car ou la voiture ventilateur. Donc, cette voiture qui a pris le départ que d'une seule course, qu'un seul Grand Prix, le Grand Prix de Suède en 1978 à Anderstorp. C'est piloté par Niki Lauda, qui va remporter l'épreuve et qui va signer également le meilleur tour en course. Par la suite, la BT46B, qui a été créée, conçue par Gordon Murray, est déclarée illégale par la FIA au terme de la course, mais va conserver ses acquis ses résultats. Donc, une victoire pour cette voiture assez particulière. Le ventilateur, en fait, à l'arrière, c'est pas pour propulser la voiture, c'était pour vraiment refroidir ce fameux moteur Alfa Romeo à plat, mais surtout, c'était pour siphonner l'air sur la voiture pour faire vraiment un effet de sol amélioré, si on veut, et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait beaucoup. Sauf que Niki Lauda disait que le mauvais côté, c'est que c'est très demandant physiquement. Parce que la voiture colle vraiment à la piste et c'est très demandant physiquement. Puis il dit éventuellement, si on y va là, ça va être très demandant pour les pilotes. Ça va prendre des pilotes très bien entraînés. Aujourd'hui, on voit ce que ça fait. Les pilotes sont très bien entraînés parce que justement, les voitures collent au circuit. Donc, c'était la fin, à partir de ce moment-là, de la Brabham BT46B à ventilateur. Pour ce qui est des ailerons, on va parler seulement des ailerons et des composantes aérodynamiques des voitures. Ça a beaucoup évolué avec travers le temps aussi. Début des années 70, là, les ingénieurs ont commencé à se pencher sur les ailerons. Ils ont découvert que les ailerons avaient des capacités de tenir la voiture en piste. Donc, on utilisait un peu le principe de l'aviation parce qu'il y avait des ingénieurs de certaines écuries qui arrivaient de l'aviation. Ils ont dit, regarde, si on fait une aile d'avion, mais inversée, à l'envers, donc au lieu d'aller chercher de la portance, on va appuyer la voiture au sol. Ben, c'est comme ça que sont nés les ailerons.
comme on les connaît aujourd'hui, mais à l'époque, comme je vous disais, il y avait beaucoup de latitude. Donc, on commence à travailler sur les ailerons avant et arrière, sur les F1, pour être utilisé sur les circuits rapides et sinueux. Donc, on utilisait des ailerons surdimensionnés. C'est à peu près 4 pieds de haut. C'est complètement ridicule. Aujourd'hui, on regarde ça et on fait, ben voyons donc. Ça n'a pas de bon sens, mais à l'époque, ça fonctionnait. Sauf que ces ailerons-là étaient fixés sur les suspensions. Donc, subissaient énormément de chocs et de vibrations. Ce qui fait que, puis en plus, surtout à l'avant, c'est des suspensions indépendantes. Là, l'aileron se faisait barouetter d'un bord puis de l'autre. Ce qui fait que les ailerons brisaient souvent. Donc, ce que ça faisait, lorsqu'un aileron brisait, ben la voiture partait dans le corps. Puis, il y a eu de graves accidents suite à ça. Donc, ces ailerons complètement folles ont été interdites par la suite pour des raisons évidentes de sécurité. Par la suite, il y a Ferrari qui est arrivé aussi avec, on est revenu avec des ailerons plus normales. Il y avait des affaires un petit peu plus spéciales. Il y a une écurie qui avait des ailerons style cuillère ou... Bon, c'était particulier. Mais Ferrari arrive en 82 avec un double aileron arrière, donc un aileron comme superposé, comme deux ailerons superposés comme ça, sur la monoplace de Gilles Villeneuve, au Grand Prix des États-Unis, si je ne me trompe pas, c'est à Long Beach, afin d'élargir les voies au-delà des limites autorisées par le règlement. C'est-à-dire que si on prend deux ailerons, c'est pas juste un aileron, on peut aller plus large. Donc, Villeneuve va décrocher la 3e place à ce Grand Prix-là, mais il va être disqualifié après le passage du drapeau damier parce que l'écurie Tyrrell va protester, va lever un protest sur cette fameuse aileron décalé et les commissaires de course vont se pencher du côté de Tyrrell, donc vont disqualifier Gilles Villeneuve Grand Prix des États-Unis en 82. Par la suite, en 83, il y a une nouvelle tentative de Tyrrell de se démarquer après sa fameuse voiture à 6 roues. Tyrrell va arriver avec la 012 en 83, qui était équipée d'un aileron arrière en forme de boomerang. Donc, assez particulier. La voiture de Michele Alboreto, qui a été la seule à être affublée de cet aileron lors des essais du Grand Prix d'Autriche. Mais par la suite, le projet a été abandonné. Il n'y a pas eu de suite, semble-t-il, probablement parce que ces essais-là n'étaient pas concluants. Là, ceux qui pensent que, bon, mon Dieu, ben ça, c'est des années folles, la Formule 1. Mais sachez que dans la Formule 1 récente, il y a aussi eu des bijoux d'ingénierie en matière d'aileron et de système d'aérodynamisme. Si on regarde juste la McLaren MP4 11 au Grand Prix de Monaco, on y a installé, en 95 et en 96, on y a installé un petit aileron sur le capot. Donc, comme on voit sur la photo, là où c'est David Coulthard qui est pilote. Donc, vous allez dire, c'est cute, un petit aileron comme ça. Par la suite, en 98, plusieurs équipes ont équipé leur voiture d'aileron pingouin, ce qu'on appelait les pingouins, ou X-Wings, sur les pontons de leur voiture. Mais la FIA les a rapidement interdits, surtout pour des raisons de sécurité. Il y en a qui arrachaient, puis ça revolait sur des voitures à l'arrière. Puis lors des arrêts au puits, à cette époque-là, il y avait le ravitaillement en essence. Ben souvent, les pilotes, les préposés à la voiture s'accrochaient dedans. Donc ça devenait dangereux. On interdit ça. Là. Celle qu'on voit, c'est la Tyrrell 026 de Toranosuke Takagi, qui était pilote chez Tyrrell à cette époque. En 2001, ça fait pas tant longtemps, là, ça fait une vingtaine d'années, c'est Arrows, la A22 d'Arrows, qui a adopté un spectaculaire aileron sur le nez de la voiture, sur le dessus du nez de la voiture.
La FIA, bien entendu, l'a immédiatement interdit pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que si en cas d'impact ou même si l'aileron arrache, ben, c'est le pilote qui va la manger en pleine poire. Donc, ils ont enlevé ça. Dans cette image-là, c'est Jos Verstappen qui était chez Arrows en 2001. Donc, le papa de Max. La Jordan EJ11 en 2001 toujours est apparue, elle, avec un aileron particulier à Monaco, en forme de T et juste devant le casque du pilote. Bon, la FIA l'a également interdit rapidement. Ensuite, il faut aller en 2004. Donc, 2004, là, ça fait à peine 20 ans. Williams est arrivé avec la FW26, qui est apparu avec un museau très particulier en style nez de morse, très court avec de longues attaches pour l'aileron. Le but était d'augmenter la quantité d'air qui allait sous la monoplace, mais l'équipe a eu du mal à tirer avantage de ce concept, qui a été abandonné au Grand Prix de Hongrie pour un nez plus conventionnel. Par la suite, il y a McLaren en 2005 avec la MP420. Sur l'image de la Williams, c'était Juan Pablo Montoya. On les oublie, qui a quand même fait de bonnes choses en Formule 1 et en IndyCar par la suite. Et même fini sa carrière en NASCAR. Maintenant, la McLaren MP420 en 2005, encore McLaren qui a adopté des cornes sur le capot moteur qui donnait parfois l'impression d'être sur le casque du pilote, comme on voit sur l'image. Mais l'équipe anglaise a conservé cette solution pour la saison 2006 aussi. Donc, 2 saisons avec ces cornes-là. Ici, on voit Pedro de la Rosa dans la MP420. Puis finalement, en Magny-Cours en 2006, c'est la BMW Sauber F106 qui est apparue avec des ailerons Twin Towers, qu'on pourrait appeler tours jumelles ou palettes, ou au-dessus du nez de la voiture. C'était, semble-t-il, pour mieux diriger l'écoulement aérodynamique sur le dessus du cockpit. L'équipe a pu utiliser cette solution pendant une seule course seulement. Donc à Magny-Cours, Grand Prix de France, avant qu'elle soit interdite par la FIA. En raison de craintes pour la visibilité, on a décidé de rendre ça illégal. On a bien fait parce qu'il y a des équipes rivales qui envisageaient déjà de copier ce concept-là. Alors voilà. Alors c'est un peu un court aperçu, court survol des idées d'ingénieurs en Formule 1. Ces artistes-là qui nous offrent de superbes voitures. Et là, présentement, ils doivent être occupés en tabarouette. On n'en parle pas assez, on parle beaucoup des pilotes et tout, qui font beaucoup de travail, oui, mais le gros du travail est fait en usine par des ingénieurs qui, eux, vont passer au peigne fin le règlement de la FIA, puis vont essayer de trouver la zone grise et travailler et étirer un petit peu cette zone grise-là. Et c'est leur travail. Et ils sont payés, très bien payés d'ailleurs pour le faire. Mais c'est des artistes vraiment, c'est des génies de l'automobile. Et on l'a vu. On l'a vu avec l'effet de sol. Le système effet de sol, c'est les meilleurs ingénieurs qui ont trouvé comment tirer parti de cet effet de sol-là, de ces règlements-là. Puis c'est eux qui ont eu les meilleures voitures. Puis vous vous rappelez, le marsouinage là, qu'on voyait, les pilotes sautiller. Les ingénieurs ont travaillé là-dessus pour éliminer ça. Je peux vous dire que tous les pilotes et les ingénieurs, présentement, se réjouissent de la disparition de l'effet de sol en Formule 1. Il n'y a pas un pilote qui aimait ça, juste par le marsouinage. C'est incroyable. Puis il y en avait encore, on en parlait moins, puis on le voyait peut-être moins, mais il y en avait encore, surtout sur certains circuits qui sont bosselés. Là, il y avait beaucoup de marsouinage en Formule 1, même la saison dernière. Et puis, ça, c'était
Puis même Max l'a dit que c'est très difficile physiquement, surtout pour le dos. On a vu, l'année passée ou cette année, on a vu Fernando Alonso avoir de la difficulté à sortir de sa voiture ou à être courbaturé en sortant de sa voiture. On a vu il y a 2 ans, 2-3 ans, c'était Lewis Hamilton, lorsqu'il était chez Mercedes, qui a dû se faire aider pour débarquer de sa voiture après la course, tellement qu'il avait mal au dos. Donc, c'était pas évident. Donc, tous les pilotes et les ingénieurs sont contents que cet effet de sol-là ne soit plus permis. Et ça amène les ingénieurs à d'autres choses, à travailler sur d'autres choses, les moteurs et tout. Vous allez voir, ça va être une lutte d'ingénieurs cette saison en 2026. Donc, j'espère que ça vous a plu. On a trouvé un petit sujet plus léger aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner pour être averti de nos prochaines capsules. Et likez-nous, faites-vous nos commentaires. Si vous avez des idées de capsules, de sujets, gênez-vous pas. Mettez-les en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et peut-être que votre idée va se ramasser dans une de nos capsules. D'ici là, prenez soin de vous et bonne course.